Si je m'en tiens maintenant à la charte, qu'est-ce que pour nous est la charte? On l'a définie en une page, c'est très simple, c'est pas très long, elle est ici. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans notre charte? Il y a un engagement moral, dans notre cas à nous, il y a un engagement social et il y a un engagement politique. Et ces trois engagements-là permettent de nous situer et de situer bien le projet, tant entre nous que vis-à-vis de l'extérieur. Et va permettre aussi à ceux qui vont nous rejoindre de pouvoir dire, voilà, nous on trouve qu'on a vraiment quelque chose à faire dans ce projet, on peut se réclamer de ce projet et on y est inséré, on rejoint vraiment le projet de base. Ce qui a fait la force de notre intuition, je crois au départ, c'est qu'elle était clairement définie. Nous avions d'abord une dimension chrétienne qui nous reliait, qui faisait que voilà, on s'est mis ensemble à partir de nos valeurs. Deux, ces valeurs, on les a transcodées sur le terrain par une possibilité d'ouvrir ce bâtiment à un certain nombre de personnes plus fragiles qui viennent participer et partager notre vie avec nous. Donc au départ, le projet était très clair. On coupe le bâtiment en 5 maisons unifamiliales. Il y a une obligation pour chaque famille de créer au sein de son habitat 1 ou 2 appartements d'accueil qui seraient accessibles à ces personnes avec lesquelles nous voulons partager nos vies, qui pour la plupart sont plus fragiles forcément, parce que ça fait partie du projet. Et 3, il y a un très grand respect de la vie privée. On voit des projets communautaires qui disent nous on s'entend bien, on a un beau bâtiment, on va entrer dedans et puis on verra un peu quand on sera ensemble ce qu'on va faire, si on ouvre les portes à de l'écologie, à un projet social ou un projet culturel. Eh bien moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que mon expérience a montré qu'après, quand on est dans la réalité, retrouver un consensus autour d'un projet, la plupart du temps est extrêmement difficile et finalement va peut-être même faire exploser le projet lui-même. Une question qu'on peut se poser, tiens, une charte, est-ce qu'il faut la faire tous ensemble? Est-ce qu'il faut que ça soit vraiment l'occasion d'une approche démocratique de la communauté? Nous, dans le projet qu'on a créé avec Martine et dans celui-ci, nous avons été les fondateurs et donc au départ, qu'est-ce que c'est qu'un fondateur, un prophète, n'importe, c'est quelqu'un qui dit tout haut quelque chose qu'il porte. Et il l'écrit, il le dit. Après, forcément, chacun apporte sa part de co-création, sa part sa part personnelle dans le projet, et puis il peut nous éveiller en disant tiens, on pourrait faire encore ceci, tiens, on est passé à cela. Et donc, d'une manière démocratique, on a rouvert la charte en disant voilà, on va intégrer tel élément que tu apportes qui est intéressant. Toi, tu as telle vision du projet qu'on n'avait pas au départ, mais qui est meilleure qu'à la nôtre. On prend ta vision du projet, c'est ce qui s'est passé ici, et on a fini par écrire ensemble le projet. Une charte qui, avec tous ceux qui ont fondé le projet, semblait être un point d'orgue commun. Il faut dire qu'ici, nous existons depuis 30 ans et merveille des merveilles, l'intuition que nous avons eue avec Martine au départ n'a jamais été retouchée. Elle a toujours été directement la bonne, elle existe toujours aujourd'hui, les engagements sont les mêmes, les lignes de force sont toujours les mêmes et tous ceux il n'y a pas eu beaucoup de mutations dans la propriété, mais ceux qui nous ont rejoints s'y sont retrouvés et n'ont jamais demandé une quelconque modification et nous n'avons jamais dû modifier la charte en fonction ou de l'évolution dans le temps ou des personnes qui l'auraient souhaité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si l'intuition est bonne, elle dure aussi dans le temps et c'est vraiment peut-être là que j'inviterai ceux qui sont amenés à créer un projet à bien vérifier leur intuition parce qu'un projet bien construit est un projet qui dure. Voilà, il faut le dire les choses comme elles sont. La charte morale n'a pas été actée. Est-ce que c'est un bien ou un mal? Est-ce qu'il aurait mieux valu le faire comme pour l'acte de base et pour la propriété, là c'est obligatoire? C'est une bonne question. Je pense que
c'est la réalité qui l'emporte toujours dans une vie communautaire. Vous pouvez bétonner, vous pouvez écrire, vous pouvez rêver, vous pouvez écrire des pages et des pages pour tout prévoir. Il restera toujours l'aléatoire, il restera toujours quelque chose que vous n'avez pas prévu, il restera toujours et avant tout le caractère des personnes qui font le tissu de base d'une communauté. Une communauté ne marche pas parce qu'elle a un très bon statut et une très bonne base juridique. Bon, ça peut y concourir, bien sûr, c'est parfois nécessaire, mais une communauté marche parce qu'il y a un projet commun autour duquel on est et des motivations communes. C'est plutôt un consensus ici, on est de l'ordre du consensus social, moral qui nous lie. C'est extrêmement fragile parce que voilà, tout le monde pourrait faire ce qu'il veut à la limite et le projet pourrait craquer, évoluer, mais je pense que c'est la conviction des personnes autour du projet qui en fait est le ciment. Vous pouvez faire toutes les lois et les règlements que vous voulez, les plus beaux, vous pouvez tout bétonner, mais s'il n'y a pas un consensus social, s'il n'y a pas un souci d'appartenir, de se reconnaître d'une intuition, sur le terrain, vous savez, il ne faut pas rêver, ça sera difficile. Moi, je préfère un consensus social, je préfère quelque chose qui relie les gens d'une manière claire, parce qu'au moins autour de ça, on peut partager des valeurs et on peut évoluer ensemble. C'est vrai que la limite entre une charte et le règlement d'ordre intérieur ou une charte morale bon, c'est parfois très ténu parce que ici je vois par exemple qu'on va retrouver dans la charte un des points qu'on met en place, c'est une autonomie nécessaire à chaque famille au sein du projet. Par exemple sur le plan matériel, chacun gère sa maison, son jardin, sa porte d'entrée, le financement de sa vie, sa restauration et tout, d'une manière tout à fait autonome. Sur le plan familial, par exemple, il y a une priorité aux impératifs familiaux. La famille passe toujours avant le projet, sur le travail professionnel qui est à l'extérieur et sur la protection des relations privées. On peut dire, est-ce que c'est de l'ordre de la charte ou est-ce que c'est l'ordre d'un règlement intérieur? C'est très difficile, c'est très ténu parce qu'on retrouve ces éléments-là d'une certaine manière codifié dans le règlement d'ordre intérieur. Ici, on le fait apparaître sous un aspect plus moral. Voilà, le respect de l'identité, le respect du travail, le respect de l'intimité des personnes, etc. Si je dois donner 3 conseils à des personnes qui rêvent d'habitat groupé ou de vie communautaire, je dirais 1. Un projet clair, commun, et des motivations claires et communes. Vous pouvez avoir un très beau projet, mais si vous n'avez pas les mêmes motivations, ça ne va pas marcher. Vous pouvez avoir de très belles motivations en commun, mais si vous n'avez pas un projet sur lequel vous pouvez vraiment vous arrêter en commun, ça ne marchera pas non plus. C'est la même chose pour un couple, c'est la même chose pour une société, c'est la même chose pour un club, et méfiez-vous des motivations cachées que tout le monde a, qui vont apparaître après et qui seront peut-être vraiment un handicap pour la croissance de la vie communautaire. Deuxième conseil que je donnerais, on fabrique un habitat groupé, la raison d'être de le faire, c'est parce que grâce à cela, vous allez pouvoir vivre ou atteindre une part d'idéal que sans elle, sans cette communauté, sans cet habitat groupé, vous ne pourriez pas atteindre. Alors, l'habitat groupé et la vie communautaire prend totalement son sens. Mais si de se mettre ensemble avec des autres, de créer un projet commun, ne va pas vous permettre plus de bonheur, plus de réalisation personnelle, plus de pouvoir atteindre votre idéal, alors n'entrez pas, ne faites pas ce projet parce que vous allez vous encombrer des problèmes des autres, des soucis de vivre avec les autres, de la différence à gérer qui n'est pas toujours évidente, et qu'est-ce que ça vous apportera de plus? Finalement, beaucoup de soucis pour peu de joie supplémentaire. Abstenez-vous parce que là, je crois que vous ferez une erreur. Troisième conseil que je donnerais, c'est de vraiment bétonner la liberté et l'autonomie des personnes. Je crois que c'est capital de pouvoir être libre, de pouvoir entrer, de pouvoir sortir, d'être respecté dans son intimité. Et toutes les structures mises en place doivent être vraiment mises au service de la liberté de chacun et du respect de la liberté de chacun. Ne vendez pas votre liberté, ne la concédez pas trop vite parce qu'après on le paye toujours. Et si vous le concédez, alors faites-le pour un projet qui vaut la peine, dans une charte qui est claire et parce que vraiment là vous sentez que cette concession de votre liberté vaut la peine et peut servir ou un idéal ou une cause ou votre propre croissance.
Il ne faut pas rêver, c'est exigeant, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est un mode d'être et tout le monde n'est pas fait pour cela. Mais par contre, ça peut, dans beaucoup de situations et surtout aujourd'hui dans le monde moderne, ça peut apporter à des personnes qui sont seules, qui sont dans des situations nouvelles, plus fragiles, qui ont moins de moyens, ça peut apporter réellement une solution et nous y croyons bien sûr.